surtaxé. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et qu'Emmanuel Macron aurait décidé de ne pas participer au défilé militaire, aux manifestations militaires du 11 novembre, célébrant le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Il aurait dit, on dit ça au conditionnel, qu'il ne voulait pas que maintenant France et Allemagne marchaient main dans la main. Il ne fallait pas choquer quand même Madame Merkel et ses concitoyens. Qu'en est-il vraiment ? On va le savoir. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Tout de suite, André Berkoff, on en parle avec votre invité Paul-Marie Couteau, haut fonctionnaire, essayiste, homme politique français souverainiste. Alors, Paul-Marie Couteau, bonjour. Bonjour. Vous, alors, vous avez été effectivement député européen, vous connaissez bien les arcanes et du pouvoir et les arcanes de ce qui fait marcher un peu la machine. Je ne dirais pas le deep state, comme disent les Américains. Non, l'État, absolument. L'État, voilà. André. Et alors, qu'est-ce qui se... Alors, d'abord, qu'avez-vous pensé du fait que Emmanuel Macron se dise que, bon, c'était pas la peine d'insister sur le militaire pour le 11 novembre? Vous avez réagi comment? Écoutez, ça fait plusieurs semaines que je réagis à des réactions étonnantes. 8 généraux ont écrit au président de la République au mois de septembre pour attirer son attention sur l'occasion donnée de célébrer l'armée en armes, le pays en armes, ou tout au moins mobilisé face à un défi, etc. Avec évidemment une allusion à la situation présente du pays. Il n'a pas répondu à ces 8 généraux. En revanche, quelques 8 ou 10 jours après, un communiqué de l'Élysée nous apprenait que, justement, les commémorations mettraient l'accent, au fond, sur l'aspect le moins militaire qui soit, puisque, quand il est question des soldats, dans le communiqué, on ne parle pas de soldats, on parle de civils qu'on avait armés. Oui, c'est ça. Des civils qu'on avait armés. Qui seront d'ailleurs... En général, les soldats sont des civils qu'on arme. Oui, c'est bien ça. Oui. Et quand on dit « on », que l'État arme, parce que l'État de la Troisième République n'était pas illégitime, que je sache. Il y a une volonté, on le voit ces derniers jours aussi, de tenir l'armée à l'écart pour effacer l'aspect militaire d'un événement qui est entièrement militaire. Une guerre mondiale, une guerre mondiale et une victoire. Une victoire pas simplement française, mais c'est quand même avec la Russie, et juste devant l'Italie d'ailleurs. Je nomme l'Italie parce qu'on en parle très peu de l'Italie. Plus que les Italiens ont donné plus de morts, ils se sont très bien battus, surtout à la fin, plus de morts que les Britanniques. Toujours est-il que cet aspect militaire, cet aspect guerrier, qui a une certaine actualité, est désamorcé. Alors, et pourquoi, à votre avis? Alors, il faut poser très franchement, à votre avis, pourquoi, alors que c'est effectivement une guerre mondiale, personne ne se réjouit de la guerre, mais pourquoi désamorcer, pourquoi occulter, en tout cas en partie, ça? Pourquoi? Eh bien, parce que précisément, je crois que le président de la République ne veut plus être chef des armées, d'une certaine façon. Il l'est. Tout chef d'État, tout roi pendant des siècles ont d'abord été le chef des armées françaises. Il ne veut plus endosser ce rôle, et il voudrait, sous couvert de pacification ou de peut-être même de pacifisme, c'est toujours dangereux le pacifisme. On a vu ce que ça a donné en 39-40. Ça a conduit à des déroutes terribles. Mais peut-être qu'il ne les voit pas venir parce qu'il n'a pas un grand sens de l'histoire. Mais toujours est-il que le président de la République ne veut plus engager même au titre du souvenir, engager les relations entre les nations sous l'angle militaire. Oui. Bon, ce qui est une rupture extrêmement importante, enfin historique, puisque pendant des siècles et des siècles,
le général de Gaulle disait la France fut faite à coups d'épée. C'est tout de même. Oui, mais on peut vous dire, cher Paul-Marie Couteau, on peut vous dire aujourd'hui, oui, mais ça c'était avant, c'est fini. Maintenant, l'Europe est pacifiée, et tant mieux. On s'est battu, on s'est massacré pendant des siècles, surtout dans les 100 dernières années. Et ben c'est fini, donc ils vont. Alors c'est fini. Alors c'est fini. Ça veut dire par exemple abandonnons toute armée à ce moment-là, ou alors abandonnons, et je voudrais en venir là. Il y a un point qui m'inquiète. Abandonnons le fer de lance de l'armée française, c'est-à-dire la force de dissuasion. Ce désengagement du chef de l'État sur les questions militaires sonne curieusement dans le temps où, en coulisses, je dis bien en coulisses, et je ne peux évidemment pas faire état d'informations précises, encore moins citer des noms. Bien sûr. Mais vous avez les informations. Mes sources ne sont pas secondaires, c'est moins qu'on puisse dire. Oui. L'état-major, à la demande de l'Élysée, travaille sur la mise au point d'un scénario de concertation, c'est comme ça qu'il est nommé, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur le sujet, avec le partenaire allemand lors de la mise en œuvre de la force de frappe. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'on voudrait partager avec l'Allemagne, pas dans les faits, on ne peut pas, de toute façon il n'y a qu'un doigt qui appuie sur le bouton. Hein. Oui, bien sûr. Mais on parlait de la force nucléaire. Je parle de la force de frappe, oui, la force nucléaire. Ouais. L'idée, et depuis quelques semaines ça agite des militaires, y compris ceux qui s'en ouvrent sous le manteau, parce que là aussi c'est une énorme rupture. On envisage d'associer l'Allemagne à toute décision d'utilisation ou de menace d'utilisation. D'accord. C'est assez grave parce que l'arme nucléaire, elle est par nature solitaire. Et on imagine mal faire des réunions au moment de question de savoir si on va appuyer sur le bouton, si on se défend ou pas. En fait, c'est la neutralisation de l'arme nucléaire. L'Allemagne ne veut pas nécessairement être associée. Enfin, elle a tout fait pour l'être. Puis l'Allemagne ne veut pas acquérir des voilà. armes. Mais le but, c'est de priver la France de cette arme-là. Les Allemands sont toujours extraordinairement jaloux des prérogatives de la France. Mais c'est l'Allemagne qui veut priver la France de cette ce moyen-là. Le terrain est très préparé par les accords franco-allemands, militaires, et les Allemands reviennent toujours dessus, ainsi que sur une autre question qui pourrait très bien être mise sur le tapis dans quelques jours à l'occasion de la rencontre avec Angela Merkel. Le 11 novembre, par exemple. C'est-à-dire voilà, dans 3 jours, ou dans 5 jours. À l'ONU, c'est un vieux serpent de mer, l'idée est de européaniser le siège français au Conseil de sécurité. Autre arme que la France a grâce... oui, il faut rappeler que le Conseil de sécurité, c'est 5 pays. Permanents. Oui, 5 permanents, je parle, oui. 5 permanents. Alors, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne. À la fin, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France. Bon. Et il s'agirait de quoi quand vous dites ça? Il s'agirait de européaniser le siège français. Voilà. Oui, non, c'est impossible, parce il faudrait modifier la charte. Mais ce qui est inquiétant, ce qui inquiète cette fois non pas les militaires mais les diplomates, mais ça procède de la même conception des choses, qui consiste au fond à jeter un peu par la fenêtre les cartes stratégiques de la France, sous couvert de faire l'Europe. Le mécanisme consisterait à se concerter avec les Allemands avant chaque vote, ou peut-être même décision d'utiliser le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Ah, oui. Alors ça, c'est une perte de poids diplomatique terrible pour la France, parce que si les deux pays ont même voix au chapitre, quand bien même ce serait la France qui occuperait le siège de membre permanent, puisque la charte en dispose ainsi, oui, bien sûr. Les pays du monde entier s'adresseraient à l'Allemagne, là où aujourd'hui, enfin au moins autant à l'Allemagne qu'à la France, alors que jusqu'à présent, on compte sur la France, notamment beaucoup de pays africains, pour adopter telle ou telle position au Conseil de sécurité. C'est pas anodin, ça a beau être... c'est assez discret dans l'actualité. Mais Paul-Marie Couteau, il y a des décisions prises à l'ONU qui, quelquefois, ont une beaucoup plus grande portée qu'on ne le croit. Mais dites-moi, est-ce que ce n'est pas plutôt... je vous pose la question quand même. Est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose lancé comme ça, une espèce de chiffon rouge, pour justement empêcher cela? Parce qu'on ne voit pas en quoi ça profiterait à qui que ce soit,
que la France, pour n'importe quelle résolution, en réfère à l'Allemagne, même, évidemment, ce ne sera pas officiel, j'imagine. Ça profitera à l'Allemagne, pour commencer. Ça profiterait effectivement à l'Allemagne. Mais est-ce que l'Allemagne... Parce que je vais vous donner un exemple très précis. Récemment, rappelez-vous, Trump a fait la rupture avec l'Iran, a rompu le fameux accord avec l'Iran qui avait été signé de 2015. Bien. On a dit, Macron le premier, eh bien, il faut que l'Europe suive la chose et que, pas suive Trump, justement, mais se réunisse pour continuer, nous, l'accord avec l'Iran, il tient. Et on a vu que Mme Merkel, justement, avait cédé tout à fait à Trump parce qu'elle a envie de vendre ses voitures allemandes plutôt aux États-Unis qu'à l'Iran. Ça rapporte évidemment beaucoup plus. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, et vous le savez... Surtout qu'elle ne peut pas le faire à l'Iran. Oui, en l'embargo américain. En plus, voilà. Donc, à partir du moment où elle ne peut pas le faire, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité, étant donné les différences de position entre Merkel et Macron, entre l'Allemagne et la France, est-ce que malgré ça, vous dites que il y a en France des gens qui disent non, il faut associer l'Allemagne de toute façon? Il y a des gens qui disent, il y a le président de la République qui le dit, en réalité, qui le fait faire. Et encore une fois, qui est gagnant dans cette histoire? Personne à proprement parler. L'Allemagne peut-être gagne un poids diplomatique supérieur. Elle était vraiment rasée après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, elle a déjà récupéré une bonne partie de l'aéronautique française, alors qu'elle n'en avait plus en 1945. C'est le coup bien connu de l'aviation civile passée sous le directoire allemand. Toulouse a perdu ce qui faisait sa force, c'est-à-dire l'industrie de pointe dans l'audiovisuel. Ouais. Je parle de Airbus, bien sûr. Bon, et voilà que ce sont les atouts politiques, les atouts de souveraineté, les atouts régaliens qui seraient partagés. Et encore une fois, l'Allemagne gagne beaucoup de poids, nous en perdons, mais surtout, c'est la neutralisation de dispositifs, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient diplomatiques. Ouais. Dans les deux cas, si la décision n'est pas prise par le chef de l'État, transmise pour une part aux militaires, pour ce qui est de l'arme nucléaire, ou aux diplomates, eh bien, elle est neutralisée, parce qu'on s'enlise dans les conversations et on sait très bien que la France n'aura plus une voix propre dans le monde. Vous, ce que vous sentez de la part de Emmanuel Macron, pour citer, vous sentez une volonté, en fait, d'européanisation absolue, et le souverainiste que vous êtes, effectivement, voit se dégrader un peu toute cette... Cher André Berkoff, vous dites européaniser, c'est un peu comme ça qu'on nous vend la chose, mais quelles sont les puissances les puissances en Europe? Il n'y a plus la Grande-Bretagne, d'ici quelques mois. Il n'est pas question d'associer l'Italie, encore moins aujourd'hui avec le gouvernement Salvini par le gouvernement allemand et le gouvernement français. Non, il reste que l'Allemagne. En réalité, c'est la germanisation plus que l'européanisation. Ouais. Oui, et l'Allemagne toute seule. Mais alors, justement, comment expliquez-vous, on va faire de psychanalyse d'école primaire, mais comment expliquez-vous cette espèce de... Je dirais et on le voit bien dans cette itinérance mémorielle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais où est effectivement le souci de commémorer, puisqu'on en parlait un peu plus tôt dans l'émission, puisque en fait les Français qui viennent pour les problèmes d'aujourd'hui, qu'ils soient de carburant, d'essence, de CSG, etc., mais pas pour les problèmes de savoir qu'est-ce que c'est que la France un siècle après, effectivement, 14-18. On a l'impression que cette notion, la certaine idée de la France... Ah oui, complètement pulvérisée. C'est-à-dire que Emmanuel Macron ne veut pas célébrer la victoire, en réalité. Il veut profiter du 11 novembre pour célébrer l'Europe, c'est-à-dire le couple franco-allemand, couple qui est une rigolade, jamais... qui bat de l'aile, en tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire. Enfin, de l'aile depuis même le général de Gaulle s'était alarmé dès 64, c'est-à-dire l'année suivante du traité de l'Élysée. Non, mais enfin, à l'époque, c'était autre chose. Non, mais là, quand même, qu'est-ce qui se passe, là? Il se passe que Emmanuel Macron, qui est un 68ard, dont les maîtres à penser sont... à peu près, on en voit encore aujourd'hui, Attali ou Cohn-Bendit ou que sais-je, ou autre, et puis Paul Ricoeur, grand philosophe qui l'aurait formé
et qui était un théoricien de 1068 ex post, la nation n'existe plus. Nous sommes dans un univers post-national. Et tout ce qui a trait à la nation, y compris son histoire, c'est ce qui fait pourtant que nous vivons ensemble. Nous commémorons une histoire pour poursuivre une aventure collective dans l'histoire. Eh bien, il a pulvérisé de façon assez rapide, parce qu'il est président depuis 1 an et demi. Ouais. On voit bien que tout ce qui a trait aux atouts de souveraineté de la nation, au pouvoir régalien, j'allais dire séculaire, en réalité, il est Du roi et du président. Il est millénaire. Il veut tourner cette page. Et je crois qu'il ne la tournera pas. Je crois qu'il s'en fait. Je crois qu'il fait de l'idéologie. Et je trouve que c'est une occasion ratée de célébrer, d'abord de commémorer une succession de drames qui, tout le monde les a connus, y compris dans sa famille, ont été inouïs dans l'histoire, sans pareil dans l'histoire. Je pense qu'il faut s'en souvenir. Il faut, le 11 novembre, d'ailleurs, nous-mêmes, nous, tous Français, aller au Monument aux Morts cette année. On ne le fait pas chaque année, mais dans le moindre village de France, il y a une cérémonie Bien sûr. aux morts. Il faut y aller, comme en Grande-Bretagne ou quelques autres pays. Il faut apporter, si on les a, les photos de ces aïeux disparus. Apporter la mémoire, apporter l'identité et apporter le sens de l'histoire. Merci à vous, Paul-Marie Couteau. Merci à vous également, André Berkoff. On peut réécouter cette émission Berkoff dans tous ses états sur sudradio.fr. C'est en podcast. On vous retrouve demain, André Berkoff, vendredi culture, Berkoff dans tous ses états avec Céline Alonso, de midi à 13h en direct sur Sud Radio. Vous allez célébrer le centenaire d'Apollinaire. Magnifique programme, très poétique à suivre sur Sud Radio. Les clés d'une vie avec Jacques Pessis qui reçoit Thibaut de Montalembert.